C'est d'avoir initié un staff multidisciplinaire de la prise en charge des anomalies de différenciation sexuelle, qui est une valeur ajoutée pour toute la région quant à la prise en charge de ces anomalies. Donc je vais essayer d'être bref puisque je pense que tout le monde est fatigué. Et donc je vais traiter la prise en charge chirurgicale des anomalies de différenciation sexuelle. Donc le mot d'anomalie de différenciation sexuelle, qui est un nom, un terme générique qui a été introduit pour la première fois en 2005 par le consensus de Chicago aux États-Unis et qui a remplacé les anciennes terminologies, les ambiguïtés sexuelles et les états intersexuels. C'est un ensemble de malformations qui est caractérisé par son hétérogénéité, sa rareté et surtout de la complexité de la prise en charge. Cette prise en charge qui doit être propre à chaque pathologie et aussi doit être propre à chaque patient parce qu'aucun patient ne ressemble à un autre et aucun contexte ne ressemble à un autre puisque nous avons des timings différents de diagnostic et de prise en charge. Mais le terme ou bien le mot-clé de cette prise en charge, c'est la multidisciplinarité, c'est-à-dire que le chirurgien ne peut pas prendre ces anomalies dans son coin seul. Il doit bien sûr travailler avec l'ensemble des intervenants. Et quand on parle de staff multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'intervenants à part le chirurgien, c'est-à-dire l'endocrinologue et de préférence un endocrinologue pédiatre qui s'intéresse à ces anomalies, et aussi un psychiatre pédiatre, et bien sûr un généticien qui va contribuer au diagnostic précis de ces anomalies. Ce qui fait que cette prise en charge ne peut être faite dans tous les hôpitaux. On doit identifier les centres de référence de cette prise en charge et surtout établir et il reproche aux chirurgiens et au staff qui a en fait pris la décision à leur place. Bien sûr, c'est une prise en charge qui connaît un problème, c'est le faible volume de patients, surtout dans notre contexte. Si on prend par exemple des centres qui sont bien en avance par rapport à notre contexte, en France, il y a uniquement 25 nouvelles hyperplasies congénitales surrénales, c'est-à-dire 46XX, par an et sur 29 centres. Au Maroc, il y a peu de cas et surtout que le diagnostic n'est pas fait chez tous les patients. Nous avons un retard de diagnostic et bien sûr un retard de prise en charge. Il y a beaucoup de gens qui circulent dans notre société avec des anomalies de différenciation sexuelle et chez lesquels on utilise des termes divers et on leur reproche des anomalies de comportement etc. Ce qui fait qu'il y a une grande hétérogénéité dans cette prise en charge. Chaque centre prend en charge d'une façon plus ou moins différente par rapport à un autre, aussi bien sur le choix du sexe que de la technique chirurgicale utilisée pour cette correction. Là, je vous rappelle le consensus, ou bien le meeting de Chicago en 2005, qui a été organisé par la Société européenne d'endocrinologie pédiatrique et aussi la Société américaine. Dans ce consensus a été changée la terminologie de ces malformations et l'introduction d'un nouveau terme qui est l'anomalie de développement sexuel, ou bien ce qui est connu sous l'abréviation de DSD. Et dans ce consensus, il y a eu beaucoup de conclusion, c'était la pluridisciplinarité, c'est-à-dire aucun chirurgien et aucun médecin n'a le droit de prendre une décision dans son coin seul. Ça doit être traité dans le cadre d'un staff de prise en charge des DSD. La deuxième aussi, c'est sur les résultats de cette prise en charge, parce qu'il y a des résultats qui concernent des malades qu'on a opérés il y a 20 ans
et chez lesquels il y a une insatisfaction dans certains cas. Et bien sûr, il y a une nouvelle classification de ces anomalies de différenciation sexuelle qui ont été classées en 5 grands groupes. Là, je fais rapidement la revue de ces 5 groupes. La première, ou bien le premier groupe, c'est les 46XXDSD qui sont généralement les hyperplasies congénitales, en grande partie les hyperplasies congénitales des surrénales qui sont des filles virilisées. Et on voit un tubercule génital trop développé, c'est-à-dire un clitoris qui est trop développé, mais le vagin n'est pas ouvert au niveau du périnée, mais au niveau du mur postérieur de l'urètre. Les bourrelets génitaux, ils sont aussi, ils sont plus ou moins fusionnés sur la ligne médiane. Le deuxième groupe, c'est les 46XY, qui est un groupe, c'est le groupe le plus hétérogène, et qui comporte certaines anomalies de biosynthèse des stéroïdes sexuels, mais l'expression clinique est variable depuis un phénotype féminin complet, en cas d'insensibilité complète aux androgènes, aux hypospadias postérieures, bien sûr de sévérité variable, hypospadias scrotale, un hypospadias périnéal. Le troisième groupe, c'est des mosaïques chromosomiques, c'est-à-dire il y a une mosaïque 45X et 46XY, c'est les dysgénésies gonadiques mixtes. Et l'expression phénotypique est variable, mais classiquement, on a... Pardon. Voilà. Classiquement, on a une asymétrie des organes génitaux externes et des gonades dysgénésiques. C'est-à-dire on a une moitié qui est d'aspect scrotal et l'autre moitié qui est d'aspect féminin. Le quatrième groupe, c'est l'ovotesticulaire DSD qui sont rares et c'est le groupe qui était anciennement appelé hermaphrodisme vrai. C'est-à-dire on a une cohabitation des... voilà. On a une cohabitation des structures génitales, gonadiques masculines et féminines chez la même personne. Et dans ce cas-là, le risque tumoral gonadique qui concerne le contingent testiculaire est très élevé. Donc ici, on a un risque de cancer. Le cinquième groupe, ce sont des DSD qui ne sont pas hormonaux, mais c'est malformatif généralement, c'est les extrophies cloacales, où il y a un seul conduit c'est-à-dire urogénital et digestif. On a un seul trou au niveau du périnée. En faisant la revue de ces 5 groupes, on conclut qu'il y a une grande complexité de la prise en charge de ces enfants et la nécessité impérative de leur apporter une prise en charge spécifique. C'est-à-dire qu'il faut bien discuter avant de prendre une décision quant à la correction chirurgicale. J'insiste aussi sur le contexte diagnostique parce que le contexte diagnostique il est très important. C'est le problème qu'on trouve dans cette prise en charge des DSD. On a un retard dans le diagnostic. Bon, avant la naissance, c'est rare, c'est vrai, mais c'est pas très grave de ne pas faire le diagnostic avant la naissance. Et généralement, c'est évoqué lorsqu'il y a une discordance entre l'apparence échographique et le karyotype, mais habituellement c'est à la naissance, c'est-à-dire qu'il y a une apparence inhabituelle des organes génitaux externes, et d'ailleurs c'est pour ça que l'OMS a introduit le dépistage des anomalies de différenciation sexuelle parmi les 5 malformations à recherche systématique en salle de travail, parce que si on fait le dépistage à temps, généralement on n'aura pas beaucoup de problèmes à choisir le sexe. Donc c'est une situation qui en fait suscite plus de débats parce que à ce stade-là, il faut choisir le genre pour avoir une visibilité sociale qui est correcte et bien sûr sur des critères purement anatomiques,
mais aussi biologique. Mais la reproche qu'on a pour ça, c'est qu'on le fait sans consulter l'individu lui-même, puisqu'il s'agit d'un nouveau-né. Et même certains groupes de patients réclament avec insistance la non-irréversibilité des décisions médico-chirurgicales pour laisser en fait le choix au sujet de choisir son sexe. Mais c'est dans le contexte occidental et pas dans notre contexte. C'est-à-dire qu'il faut adapter ce choix du sexe à notre contexte aussi. Tardivement, parfois dans l'enfance, quand on réalise une chirurgie des hernies inguinales chez un enfant, on découvre qu'il y a des testicules chez une fille, c'est-à-dire un phénotype qui est féminin, mais en opérant les hernies inguinales, on trouve qu'il y a des testicules. C'est une insensibilité complète aux orogènes. Et à la puberté, devant bien sûr parfois un individu de phénotype féminin qui présente des signes de virilisation, ou bien l'inverse. Mais dans son contexte tardif, le choix du sexe est très difficile, surtout dans notre contexte, parce qu'une fille qui est élevée fille, c'est difficile de lui proposer de se transformer en garçon, bien que ceci se fait ailleurs. Alors, la difficulté de l'assignation du genre, c'est maintenant une réalité, c'est-à-dire dans cette prise en charge. Dans les 46XX, c'est les hyperplasies congénitales qui sont très virilisées, diagnostic tardif. Dans les 46XY, certains phénotypes féminins à la naissance et virilisation à la puberté. Dans les mosaïques aussi, on a une asymétrie des organes génitaux externes, lequel choisir. Dans les ovotesticulaires DSD, dans les DSD non, donc il y a vraiment une difficulté dans l'assignation du genre. Les conséquences des DSD, c'est bien sûr le problème de l'assignation du genre. Là, se pose le problème de la visibilité sociale dans certaines situations complexes. On a une absence d'ouverture du vagin au niveau du périnée, ce qui fait qu'il y a une rétention liquidienne, c'est-à-dire il y a des complications, des dysménorrhées, des dysfonctions sexuelles. Et lorsqu'on a une verge, c'est-à-dire un pénis, il est insuffisant et ça pose le problème de dysfonctionnement sexuel à l'âge adulte. Le clitoris, il est augmenté de taille, donc là le problème de l'image corporelle, la douleur aux érections, une atteinte de la fertilité dans les deux sexes, c'est-à-dire chez le garçon et chez la fille, la dégénérescence, les cancers gonadiques dans certains DSD, et aussi le problème de l'infection urinaire et de l'incontinence quand on a des dérivés mullériens, c'est-à-dire les restes mullériens. Et bien sûr, le trouble de la construction de l'identité psychosensorielle comme conséquence générale. La chirurgie, j'arrive à la chirurgie, le but c'est pas de détailler les techniques chirurgicales, mais c'est un petit peu d'écrire les principes de cette chirurgie et d'exposer notre petite expérience dans notre service, parce qu'on a commencé à faire ces corrections-là. Donc les principes, c'est d'abord restaurer l'anatomie et les fonctions génitales et répondre surtout à l'attente des parents, parce que les parents ils attendent des organes génitaux externes qui ont un aspect plus ou moins normal. Et bien sûr, une féture, c'est-à-dire permettre une féture à vie sexuelle et de reproduction. Et bien sûr, comme objectif final, c'est avoir une concordance entre l'identité sexuelle du patient et l'identité du genre. Ces objectifs sont très difficiles à atteindre, ils sont complexes à atteindre. Ils doivent être ajustés, bien sûr, à chaque patient et l'intérêt du staff multidisciplinaire pour discuter de tout ça. On a deux grandes chirurgies de ces corrections. D'abord la chirurgie de féminisation et la chirurgie de masculinisation, mais il y a aussi des chirurgies complémentaires, surtout les attitudes vis-à-vis les gonades et les attitudes, ou bien l'attitude vis-à-vis les restes mullériens. Il faut savoir que 10 ans après le consensus de Chicago, le consensus qui est sorti, il connaît beaucoup de problèmes et beaucoup d'incertitudes, surtout quant à l'indication de cette chirurgie et son timing, et aussi quelle procédure utiliser et l'évaluation des résultats. Parce que quand même, on a des résultats pour des patients qui sont opérés il y a 20 ans. Et donc, on n'est pas très satisfait sur ces procédures.
Quand on parle de la chirurgie de féminisation, il s'intéresse surtout, bien, s'adresse à l'hyperplasie congénitale des surrénales, qui est en fait la cause la plus commune. Il n'y a pas de consensus sur le timing, mais la plupart des équipes réalisent cette chirurgie entre 2 et 6 mois, c'est-à-dire le plus tôt possible. La sévérité de l'hyperplasie congénitale des surrénales dépend de l'anatomie des sinus urogénitales, surtout le niveau de confluence entre la cavité vaginale et l'urètre, la longueur des tubercules génitales et aussi ça dépend du degré de scrotalisation des grandes lèvres. Mais cette chirurgie nécessite une préparation médicale, c'est-à-dire qu'avant d'opérer, il faut que le malade soit bien préparé et bien sûr, là je parle de la prise en charge métabolique et surtout il faut prendre en charge les perdeurs de sel, c'est-à-dire parce qu'on sait que dans l'hyperplasie congénitale des surrénales, il y a beaucoup de perdeurs de sel et aussi il faut bien analyser et évaluer le niveau de confluence entre la cavité vaginale et l'urètre par une imagerie, généralement la génitographie, parfois une IRM, et aussi l'endoscopie a un grand rôle dans cette évaluation. Les principes de cette chirurgie, c'est l'ouverture du vagin au périnée, c'est-à-dire la création d'une cavité vaginale par substitution ou bien par dilatation, on parle de vaginoplastie. Le deuxième temps, c'est la réduction du clitoris qui se fait dans le même temps opératoire, c'est-à-dire réduire le bourgeon génital et le transformer en clitoris. C'est la clitoridoplastie, mais là, le problème essentiel, c'est la préservation du pédicule vasculo-nerveux dorsal au niveau du tubercule génital, c'est-à-dire au niveau du clitoris. Et bien sûr, on termine cette procédure par une reconstruction de la vulve, c'est-à-dire la labioplastie, c'est-à-dire reconstruire les grandes lèvres et les petites lèvres par l'excès de la peau scrotale et par la muqueuse de l'urètre. Il y a plusieurs techniques, là je ne vais pas détailler les techniques, mais en fait les techniques dépendent d'abord des écoles et aussi dépendent du niveau de confluence. Est-ce que c'est une confluence haute ou bien une confluence qui est plus ou moins superficielle? Donc il y a l'approche classique périnéale qui utilise un lambeau de peau, c'est le lambeau de Fortunoff, il est là. Donc on utilise une peau qui est périnéale pour en fait élargir la cavité vaginale. Il y a aussi la mobilisation totale du sinus urogénital de Pénia, mais il y a aussi la mobilisation partielle du sinus urogénital, c'est-à-dire on mobilise tout le sinus urogénital. Il y a d'autres techniques, je ne vais pas tarder sur les techniques, il y a par exemple la technique de Pasolini, mais l'essentiel c'est de faire la technique qu'on maîtrise, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'avantages d'une technique par rapport à d'autres, mais surtout il y a certaines indications qui sont indiquées dans des cas où les autres ne sont pas indiqués. Bien sûr, quand on a une petite cavité vaginale, il faut la remplacer par de l'intestin et généralement on utilise le sigmoïde, mais c'est une chirurgie généralement qui se fait secondairement, c'est-à-dire après avoir réalisé une vaginoplastie et on trouve que le vagin n'est pas assez suffisant, là il faut l'élargir par du sigmoïde. La clitoridoplastie, donc comme vous voyez, donc là c'est résection anastomose des corps caverneux, bien sûr, tout en préservant aussi bien ce pédicule vasculo-nerveux qui est là, vasculo-nerveux, qui est très intéressant pour la sensibilité ultérieure du clitoris. Et là aussi, il faut préserver cette muqueuse urétrale qui est là pour, en fait, généralement, on l'utilise pour la construction des petites lèvres et pour allonger ou bien espacer les deux orifices, l'orifice vaginal et l'orifice urétral. Et on termine par une plastie des lèvres, les grandes lèvres et les petites lèvres. Donc ça c'est une image de l'un de nos patients. Donc on a utilisé la peau scrotale pour la construction des grandes lèvres et on a utilisé aussi la muqueuse dont on a tout à l'heure parlé pour construire les petites lèvres. Là ce sont des images du grand maître Pierre Moricon. Donc c'est à peu près la même chose.
Les résultats de la féminisation, ils sont controversés, et ça a été dit dans les conclusions du meeting de 2005. Alors sur le plan cosmétique, généralement l'apparence, on n'a pas de problème. L'apparence pérenniale, c'est ok, mais le problème qui se pose tardivement, c'est le clitoris, surtout s'ils ne sont pas bien suivis. On aura une récidive du clitoris et on sera amené à réaliser une réduction secondaire, c'est-à-dire une reprise chirurgicale pour ces patients pour réduire le clitoris. Et aussi on a un autre problème, c'est celui de la longueur de la gouttière urétro-clitoridienne et bien sûr la sensibilité clitoridienne qui est sûrement, et ça a été montré par des études sur des patients qui sont opérés avec un recul de plus de 20 ans, il y a une diminution de cette sensibilité malgré la préservation du pédicule vasculo-nerveux dorsal du clitoris. Donc le deuxième chapitre de cette chirurgie, c'est la masculinisation, c'est la chirurgie des hypospadias généralement qui sont très postérieures et qui posent beaucoup de problèmes. La gynéphalloplastie, mais pas dans notre contexte. La phalloplastie, généralement, c'est-à-dire des anomalies de différenciation sexuelle qui ont échappé à la période de l'enfance et qui sont restés, c'est-à-dire porteurs de ces anomalies, et ils vont chez les plasticiens, on leur propose des phalloplasties en utilisant des muscles grands droits et d'autres muscles. Voilà. Donc la sévérité généralement de cette hypospadias postérieure, il dépend de la division proximale qui est très proximale du corps spongieux et aussi pose le grand problème, c'est celui du coude de la verge, c'est-à-dire la courbure de ce tubercule génital. Et là, j'ai mis une photo d'un hypospadias qu'on appelle hypospadias crible parce que c'est un hypospadias qui a été opéré plusieurs fois et quand les procédures ne sont pas correctes, on arrive à cet aspect-là, c'est l'hypospadias crible. Alors les principes de cette prise en charge de ces hypospadias postérieures, il s'agit généralement de corriger la coudure, c'est-à-dire la courbure de la verge. C'est une grande courbure qu'il faut corriger parce que l'objectif c'est de rendre la verge droite, surtout en érection. Bien sûr les rétroplasties, c'est-à-dire il faut remplacer l'urètre et bien sûr reconstruire tous les tissus qui couvrent la face ventrale de la verge. Il y a plusieurs techniques, je ne vais pas revenir, mais généralement il y a des techniques qui utilisent soit des greffes libres, soit des greffes pédiculées, c'est-à-dire des lambeaux pédiculés. L'âge, généralement, c'est entre 15 et 18 mois, mais on peut faire ça avant. Mais l'essentiel, c'est de faire ça avant l'âge de propreté. Pourquoi? Parce que avant l'âge de propreté, il y a des mictions qui sont réflexes et généralement la mobilité post-opératoire, elle est moindre. Et il faut aussi éviter d'opérer ces enfants entre l'âge de 2 et 4 ans parce que ça a été montré qu'il y a bien sûr des troubles psychologiques, c'est-à-dire un retentissement psychologique dans cette tranche d'âge chez ces enfants. Dans certains cas, il faut préparer ces verges sur lesquelles il faut opérer, surtout lorsqu'on a une taille qui n'est pas aussi suffisante, parce que si on a une taille qui est réduite de la verge, le nombre d'échecs il est très élevé. Donc généralement on travaille en collaboration avec les endocrinos pour nous préparer une taille qui est suffisante de verge pour avoir de bons résultats. Et toute reprise de cette chirurgie, pour toute retouche ultérieure, doit attendre un minimum de 6 mois. Pour vous dire que c'est une chirurgie qui est très difficile et même les publications sur les résultats ultérieurs, c'est-à-dire les résultats à long terme, il n'y a pas beaucoup d'écrits sur ça parce que c'est très difficile de recruter ces malades-là. Généralement, quand ils sont satisfaits, ils ne reviennent pas. Seulement les malades qui ont des complications qui reviennent et pour avoir des conclusions, c'est très difficile. Mais il faut informer les parents que 50% de ces malades-là, ils doivent avoir besoin d'une reprise chirurgicale, même minime, c'est-à-dire une retouche ultérieure, c'est-à-dire des retouches pour traiter les fistules, des retouches pour traiter la sténose, des déhiscences partielles, parfois on a des coudes résiduels qui apparaissent tardivement et qu'il faut corriger. C'est pour ça que cette chirurgie elle est
toujours l'objet de recherche jusqu'à maintenant parce qu'aucune technique chirurgicale n'est satisfaisante à 100% et c'est pour ça que ces recherches-là essayent de trouver en fait des moyens pour accélérer, pour en fait avoir des cicatrisations, de bonnes cicatrisations et des recherches dans le sens de trouver un tissu, même artificiel, pour remplacer cet urètre. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de techniques parce qu'aucune n'est satisfaisante. La chirurgie des gonades, alors les ovaires généralement ils sont conservés toujours, sauf s'ils sont associés à des tissus qui sont dysgénésiques, mais l'orchidectomie se discute lorsqu'on a un risque de cancer, c'est-à-dire un risque de dégénérescence, et peut se discuter aussi lorsqu'on a, c'est-à-dire à la puberté, il faut choisir le timing pour ne pas avoir une virilisation d'une fille porteuse de testicules. En cas d'insusceptibilité complète aux androgènes, dans les autres cas, c'est-à-dire lorsqu'on a un potentiel testiculaire qui est fonctionnel, il faut les abaisser. Et généralement, ce sont des testicules qui sont intra-abdominaux et qu'il faut abaisser généralement entre l'âge de 1 an et 18 mois. Et bien sûr, lorsqu'on réalise une orchidectomie, il faut remplacer plus tard les testicules par des prothèses dans un souci psychologique. Alors la chirurgie des restes mullériens, il s'agit généralement de cavités utriculaires et turis. Quand est-ce qu'il faut les enlever? Lorsqu'on a des troubles urinaires ou bien des troubles gynécologiques. Troubles urinaires type infection urinaire à répétition, gynécologique lorsqu'il y a des sécrétions qui sont tout le temps et qui gênent la patiente. Nous avons quand même une petite expérience depuis qu'on a commencé à prendre en charge ces anomalies de différenciation sexuelle au niveau de notre service au CHU 96 d'Oujda sur une durée de 2 ans et demi entre juin 2014 et décembre 2016. Nous avons réalisé 4 génitoplasties féminisantes, 14 génitoplasties masculinisantes. Pour les 4 génitoplasties féminisantes, qui bien sûr pour des hyperplasies congénitales des surrénales 46XX, nous avions des âges, donc 5 mois respectivement, 5 mois, voilà, 5 mois, 1 an, 2 ans et 5 ans. Et 14 génitoplasties masculinisantes avec un âge moyen de 3 ans, et c'était des DS des 46XY dans 12 cas, une dysgénésie gonadique partielle, un seul cas. Nous avons un cas de mosaïque aussi. Donc, dans ce tableau, l'ensemble des informations concernant ces malades. Donc, l'hypospadias postérieur dans 7 cas, un pinoscrotal dans 5 cas, périnéal dans 2 cas. Le micropénis était avec scrotum bifide dans 4 cas. Il n'y avait pas de gonade palpable dans 3 cas. Il y a un coude de verge qui a été observé chez 8 cas. Bien sûr, nous avons réalisé en collaboration avec nos amis les endocrinos dans le cadre de notre staff un bilan biologique et aussi de l'imagerie. Et la procédure utilisée, c'était pour les hypospadias postérieures, la procédure de Koyanagi. La procédure de Koyanagi, donc on voit ici, en utilisant la peau prépuciale avec un double lambeau, c'est le dessin. Qu'on essaye de, c'est un double lambeau qui est pédiculé et qu'on tibilise sur la face ventrale et l'aspect final. Pour les gonades et les restes mullériens, nous avons réalisé un abaissement dans 2 cas par cilioscopie. L'ablation de gonades dans un cas, c'était un cas de testicule atrophique, et ablation cilioscopique d'une cavité, c'est le dernier malade, une cavité utéro-vaginale avec gonade, donc par cilioscopie. Les résultats des génitoplasties féminisantes, pour les complications post-opératoires immédiates, nous avions eu un seul cas d'infection de la labioplastie, et l'évolution à long terme, nous n'avons pas assez de recul puisqu'il s'agit de 1 an à 2 ans et demi. Nous avions noté uniquement un cas de sténose que nous avons traité par dilatation. Pour le reste, jusqu'à maintenant, il va bien, on n'a pas de problème, mais avec un suivi régulier au endocrino, mais il faut voir les années à venir, qu'est-ce que ça va donner. Ça, c'est des images de nos malades, donc 2 ans, l'aspect
c'est d'hyperplasie congénitale surrénale, vous voyez, à 2 ans. Donc ça c'est le dessin, la dissection. Donc on a disséqué le pédicule vasculo-nerveux et aussi la gouttière rétrale. 2 ans après, c'est après 2 ans. Voilà. Un deuxième cas aussi, donc il a 5 mois. Voilà, 1 an et demi après l'intervention. Pour vous dire que c'est parmi ces 4 cas de génitoplastie féminisante, nous avons transformé, c'est-à-dire nous avons changé le sexe. 2 enfants étaient déclarés des garçons. Et nous avons changé même le nom. Bien sûr, avec le consentement des parents, on a donné un certificat pour la paperasse administrative. Nos résultats pour la génitoplastie masculinisante, 33% de complications, donc surtout les fistules, la sténose du myal, la charge partielle, mais le résultat final après les retouches, dans tous les cas, c'était satisfaisant et ça a été jugé sur l'aspect esthétique, la rectitude de la verge, la position du myal et le jet urinaire. Et le recul n'est jamais suffisant parce qu'il y a possibilité d'autres complications qui peuvent apparaître après. Voilà, donc ça c'est des images qui illustrent des cas du service. Donc à l'âge de 3 ans avec un hypospadias qui est scrotal. Donc ça c'est l'aspect en fin d'intervention. Et là 2 ans après, on voit que le myal est apical avec une verge qui est droite. Un deuxième cas, donc c'est un hypospadias qui est scrotal. Le dessin, voilà l'aspect en fin d'intervention. Et 1 an après l'intervention, ça c'est le myal qu'on a. Voilà. Pour finir, je dis que les DSD posent beaucoup de questions et un grand dilemme, puisqu'il s'agit d'une situation qui reste rare quand même. Et très peu d'équipes dans le monde ont une expérience et un environnement qui est adapté pour prendre en charge ces anomalies de différenciation sexuelle, ce qui explique l'extraordinaire hétérogénéité des soins prodigués et les résultats rapportés souvent insuffisants pour des traitements pratiqués il y a 20 ans, et il est demandé aux chirurgiens, bien sûr, de ne plus faire, c'est en Occident, de ne plus faire des traitements irréversibles parce qu'il y a des adultes qui, en fait, qui veulent changer de sexe après, qui vont vouloir changer de sexe après. La grande question qui se pose dans cette prise en charge, c'est le timing de la chirurgie. Il y a des éléments qui sont pour une chirurgie précoce et il y en a d'autres qui sont pour une chirurgie tardive. Pour la chirurgie précoce, c'est la qualité des tissus génitaux qui est généralement le climat hormonal et se prête bien pour cette chirurgie, et aussi toutes les expériences qui existent dans le monde dans cette chirurgie, c'est des chirurgies qui sont précoces, c'est-à-dire on a de l'expérience dans le monde pour ces procédures. Et aussi on a la pression des parents pour restaurer des organes génitaux externes qui sont normaux. Ça c'est ce qui est pour. Ce qui est contre, c'est surtout l'irréversibilité, c'est-à-dire quand on va choisir un sexe féminin, c'est irréversible et on peut avoir après des reproches de l'adulte. Alors pour la chirurgie tardive, les éléments pour, c'est surtout l'implication de l'individu lui-même dans la décision, c'est-à-dire l'individu, il va choisir lui-même, mais je pense que ce n'est pas adapté à notre contexte. Et les éléments contre, c'est la morbidité, parce que quand on opère ces malades-là tardivement, on a une grande morbidité avec beaucoup de complications, et même les expériences chirurgicales dans le monde, il y a peu de centres qui font ça chez des adultes. Voilà. On a bien sûr nos difficultés qui sont propres au Maghreb, les difficultés de prise en charge. Nous avons le problème de diagnostic tardif, parce qu'on en parle peu dans notre société. Et donc on a aussi le problème de dépistage néonatal. Pas tous les médecins, et là bien sûr un message pour les jeunes médecins, pour le dépistage, c'est-à-dire la recherche systématique en salle de travail chez le nouveau-né. Il faut regarder, jeter un coup d'œil. Ça ne demande que de l'inspection. Et bien sûr, il y a très peu de structures de prise en charge thérapeutique et des réseaux de soins. On a des difficultés sociales parce que des confusions religieuses, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle nous avons invité Hamza pour éclaircir ce problème-là. Et le problème du tabou, quand quelqu'un dans la famille a un problème au niveau des organes génitaux externes, généralement, on a honte d'en parler même avec la voisine.
et aussi une fréquence qui est sous-estimée parce que elle est méconnue, et souvent méconnue ou cachée, ce qui fait qu'on a beaucoup de travail sur la sensibilisation et je vous remercie.